Bienvenue au Polysécure, épisode un peu spécial dans lequel on va discuter un peu la vie privée dans un contexte où iOS 15 a annoncé des nouvelles fonctions. Il y a d'autres fonctions qui étaient disponibles à partir de iOS 14.5 et un peu la débâcle que Apple a vécu, disons, en faisant des annonces qu'on pourrait qualifier d'un peu prématurées sur de la vérification sur des images qui sont téléchargées dans leurs infrastructures. Je suis avec Patrick. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, bonjour tout le monde. Merci beaucoup Nicolas de me recevoir aujourd'hui. Je suis vraiment content d'être là. Alors, je suis un avocat en protection des données et en cybersécurité chez Robic, un cabinet montréalais qui a aussi un bureau à Québec et qui fait de la propriété intellectuelle depuis 1892. Très intéressant. Et comme tu as dit que tu es avocat, je vais spécifier que ça soit clair pour tout le monde. Ce qu'on va discuter ne qualifie pas comme une opinion juridique. S'ils veulent avoir une vraie opinion juridique, ils te contactent directement dans ton cadre professionnel dans lequel tu pourras accompagner les gens à ce moment-là. Donc, commençons avec les premières dispositions qui ont été mises, rendues disponibles à partir de iOS 14.5, c'est-à-dire cacher mon courriel et la protection de la vie privée des applications. C'est deux nouvelles fonctions qui sont apparues. Cacher les courriels était en version plus ou moins bien implantée en 14.5. En 15, elle est vraiment bien implantée, c'est-à-dire essentiellement, c'est que ça nous permet de créer des courriels jetables sur chacun des sites dans lesquels on va s'inscrire. Autant qu'on se branche, on crée une authentification sur un site, on peut créer avec une authentification avec un identifiant qui est un courriel qui est unique, qui est jetable à ce moment-là, qui ne nous identifie pas sur le nôtre. Et ensuite, si on veut s'inscrire à des infolettes, des choses comme ça, on peut utiliser le même processus pour utiliser une adresse qui ne nous identifie pas. L'avantage essentiel que ça représente, surtout dans un univers où on fait il y a beaucoup de fuites de données. Malheureusement, il y a beaucoup d'entreprises qui sont un peu trop négligentes sur la protection et la sécurité de leur base de données, leur infrastructure. On se retrouve beaucoup avec des identifiants qui sont finalement nos courriels dans le dark web. En ayant des éléments comme ça vient réduire la capacité des malveillants à venir nous vendre, si on veut. Puis de l'autre côté, ça vient aussi nous protéger contre les firmes de marketing qui sont un peu, ou les compagnies qui revendent leur base d'utilisateurs. Donc, ils sont plus capables d'identifier notre courriel à une identité unique à ce moment-là, à moins qu'on ait fuité d'autres informations, mais c'est beaucoup plus difficile de faire le pairage, d'avoir une identité qui nous représente. Puis pour le deuxième volet, c'est le App Privacy ou la vie privée des applications. C'est qu'à partir de 14.5, ça a pris du temps qu'Apple le sorte parce qu'il a exigé une espèce de fiche des nutriments vie privée qui sont des applications sur le iOS. C'est que là, on a une fiche sur chacune des applications qui explique toutes les données qui sont récoltées sur nous, comment sont utilisées et comment sont faites. Donc, c'est facile, ça permet facilement aux utilisateurs de se familiariser avec qu'est-ce que les informations qu'ils divulguent aux compagnies, parce qu'il ne faut pas se cacher, il y a énormément d'informations qu'on divulgue. Là, on parle de iOS. Android, c'est la même chose. Certaines personnes vont dire que c'est peut-être même pire sur Android parce que Google est une machine à indexer. Donc, ils sont peut-être encore plus agressifs dans leur récolte des informations. Mais il demeure que si une application est gratuite, elle est gratuite pour une raison. C'est parce qu'ils revendent notre information. Donc, ils font de l'argent. Ils payent les gens. Parce que il faut comprendre, les applications, ça ne se fait pas dans le vide. C'est des gens qui ont besoin de vivre, de se payer, d'avoir un toit et de se nourrir. Donc, ils doivent être payés. Donc, ils font leur argent de cette façon-là. Donc, on n'a pas de gratuité. Ça vient faire une invasion importante. Puis c'est important cette prise de conscience des gens face à ça. Là. Est-ce que pour la première phase de 14.5, est-ce que tu as une opinion ou des choses à exprimer là-dessus? Ben absolument. Ben, ce que je trouve là, d'intéressant de ce qu'Apple fait, c'est qu'on redonne le contrôle à l'utilisateur. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant que d'offrir des courriels proxy aux utilisateurs pour qu'ils soient en mesure eux-mêmes de dire, ben écoutez, là, je reçois ces courriels-là, le mécanisme de désabonnement ne fonctionne pas, j'ai pas nécessairement le goût que mon identité soit associée à ma personne comme elle l'est actuellement. Là, un des plus grands problèmes qu'on vit à l'heure actuelle, c'est que on met nos données personnelles partout sur Internet parce que, bon, souvent, ils sont exigés pour qu'on puisse se connecter à un site. Et puis là, comme tu l'as mentionné, ce qui arrive, c'est que, bon, 2, 3, 4 ans, 5 ans plus tard, il y a une fuite de données. Et puis là, notre identité complète se retrouve sur le dark web pour que des acteurs malveillants puissent en faire la vente, puis ensuite la réutiliser pour commettre des fraudes et
tout autre crime là, qu'ils décideront de commettre. Là, ce qu'Apple fait, c'est qu'ils disent, bon, ben écoutez, on va créer ces adresses-là et on va permettre à l'utilisateur de déterminer ce qu'il en fait sans que ce soit nécessairement son adresse courriel principale là, qui va être celle qu'il va utiliser pour iCloud, par exemple. Si on pense au downside de ça, par contre, c'est que le consommateur va peut-être être plus, contraint de faire affaire avec Apple dans le futur. Donc, si le contrôle est uniquement du côté de la plateforme Apple, eh bien, du jour au lendemain, ça devient beaucoup plus difficile pour l'utilisateur de gérer tous ses comptes si ce sont tous des comptes qui relèvent de serveurs proxy d'Apple. Donc, voilà peut-être mon commentaire là, sur cette update-là. Tu as tout à fait raison là-dessus. C'est un danger. Je sais que l'avantage et l'inconvénient, c'est que c'est tellement bien intégré, c'est facile d'utilisation. Donc, quand je m'inscris, je n'ai pas à chercher, à réfléchir, à faire beaucoup d'opérations. J'ai un bouton et mes mesures se mettent en place automatiquement. Il y a des services privés comme Fastmail, par exemple, qui offrent la même chose. Mais dans ce cas-ci, il faut que je fasse un effort personnel, conscient, et j'augmente le nombre d'étapes entre le fait de consommer un service puis donner une adresse. Et donc, ça rend ça beaucoup plus compliqué. Ce serait peut-être intéressant que ces services-là finissent par se faire détacher d'une plateforme propriétaire comme Apple et permettre à des compagnies tiers de s'insérer dans ce marché-là pour que je puisse choisir sur quelle compagnie de courriel privé que je veux aller pour éviter que mes identités soient juste liées avec Apple, parce que c'est sûr qu'après ça va être très difficile de quitter la plateforme Apple. Hein? Tout à fait. Tout à fait. Puis écoute, ça pourrait faire l'objet d'un autre débat, mais toute la gestion des identités puis les solutions potentielles qui vont exister pour le futur, ben ça serait intéressant de pas nécessairement lier son identité à une grande entreprise américaine de la technologie, mais plutôt vraiment de rendre ça plus accessible aux utilisateurs sans qu'ils aient besoin nécessairement de devenir fidèles là, à l'une de ces grandes entreprises-là. Oui, les notions de portabilité qui n'existent pas beaucoup encore aux États-Unis, qui ont été mis de l'avant par le RGPD, mais que maintenant on voit apparaître dans la L64, maintenant qu'elle est rendue une loi sanctionnée. Donc, ces volets-là sont très intéressants et malheureusement très absents de ces plateformes-là. Basculons maintenant aux ajouts qu'iOS 15 a amenés parce qu'ils ont capitalisé sur ces ajouts-là, ils sont allés plus loin. Justement, le cacher son courriel, maintenant, il est mieux intégré, donc plus facile de gestion, parce que là, c'est vraiment intégré à l'intérieur de l'interface. Ils ont rajouté le côté mail privacy, le mail privé, si on veut. C'est essentiellement, puis c'est très simple, c'est juste une coche à cocher dans les configurations qui fait que les images distantes ne sont plus chargées dans les courriels. C'est qu'essentiellement, les grandes firmes de marketing ou tout ce genre d'environnement-là, mettre soit des images ou soit des pixels, des petits pixels blancs, qui était la stratégie initiale, pour réussir à savoir qui l'ouvre, quand l'ouvre, à partir de quel genre d'ordinateur, quel genre de profil, et ainsi de suite, de pouvoir développer un profil associé à l'ouverture des courriels. Donc, les courriels de marketing sont souvent très forts là-dessus. Là, Apple a rendu intégré dans son iOS 15 ce fait que d'empêcher le chargement de ça. ProtonMail le faisait déjà depuis un certain temps dans son client pour appareils mobiles, Android et iOS, ou le faisait à travers son interface web, où il ne charge pas systématiquement les images distantes à ce moment-là, justement pour pas qu'on divulgue nos informations sans faire exprès. Donc, c'est un peu ça l'essentiel, c'est d'aider les utilisateurs à ne pas faire contre leur gré pour qu'ils se prennent vraiment des décisions éclairées, un peu plus éclairées à ce moment-là. On peut comprendre qu'il y a plusieurs marketeurs qui seront pas contents de cette décision-là d'Apple. En même temps, pour les utilisateurs, c'est quand même une bonne nouvelle parce que le commun des mortels n'était même pas au courant que ces technologies-là existaient. Puis, c'est sûr qu'il n'y a pas une bannière de pop-up qui t'indique qu'il y a du tracking qui se passe à chaque fois que tu reçois un courriel. Fait que, de ce côté-là, c'est quand même intéressant là, d'encore une fois redonner le contrôle aux consommateurs. Oui, c'est ça, toujours renvoyer ça. Puis si on regarde quand l'expérience de RGPD avec les cookies sur les sites européens, même si l'utilisateur est conscient, la façon que c'est fait, dans le fond, d'empêcher l'accès du site avant d'accepter les cookies versus j'ai le site, mais dégradé tant que j'accepte pas les cookies, comme dans le modèle des courriels en ce cas-ci. J'ai le courriel, j'ai son contenu, mais j'ai pas les images. Tant que j'ai pas décidé de les charger volontairement, amène quand même une certaine... Puisque la PS sont égales à adresser une espèce le livre blanc ontarien adressé, peut-être moins la PS64, l'espèce de lassitude ou des utilisateurs à juste, j'ai cliqué oui parce que je veux y aller. Ils s'en foutent un peu plus, de juste de changer le fardeau à, ben, tu as accès au contenu, si tu veux les extras, ben là,
tu as une étape supplémentaire. Versus si tu vas avoir accès à tout, ben là, tu n'as pas le choix d'accepter quoi que ce soit. Là. Fait que, c'est un peu intéressant. La suite, puis l'autre volet qui suit, c'est le iCloud Private Relay, qui est un peu un équivalent de Tor. Tor, à certains égards, a eu une mauvaise presse parce qu'ils disent que c'est utilisé par les malveillants, c'est utilisé que pour faire des choses plus criminelles et ainsi de suite. Quand dans les faits, c'est un outil qui est quand même assez utile pour masquer ou sa trace et enlever l'association dans laquelle on a, qui on est vraiment. Donc, dans des cas, bien des cas, c'est très utile, ce genre d'approche-là. Apple, ils ont développé un système qui était similaire. Au moment où on enregistre, ce système-là a déjà connu quelques petites ratées parce que c'est très difficile de mettre en œuvre ce genre de système-là. Mais par ailleurs, ça fait que quand on utilise Safari sur les téléphones et probablement sur l'ordinateur éventuellement, c'est pas notre adresse IP qui est communiquée au serveur distant, c'est une adresse intermédiaire entre les deux. Apple dit que c'est chiffré, ça ressemble beaucoup au modèle de Tor, c'est-à-dire que toutes les communications sont chiffrées, on n'est pas capable de retracer par l'arrière et de voir. Ce qui est une autre mesure, comme pour les courriels, pas faire qu'il n'existe plus de lien fort entre ma navigation et mon identité, qui est souvent utilisé par les firmes de marketing et les malveillants. Dans ce cas-là. Et la dernière amélioration, puis celle-là, c'est vraiment une petite amélioration, mais qui est quand même un point très intéressant et puis peut-être faciliter la vie de beaucoup des gens, puis on arrive toujours à ça, c'est que Apple a intégré dans la gestion de sa voûte de mot de passe, le keychain qu'on voit sur le téléphone ou sur l'ordinateur, le fait que le deuxième facteur est intégré maintenant. Souvent, là, les sites qu'on a un deuxième facteur avec l'application Google Authenticator, qui est une application à côté qu'on doit charger. Si on prend notre téléphone, on est en galère, puis là, il faut trouver ces codes-là, les mettre en backup et ainsi de suite. Les autres ont décidé de l'intégrer à la même voûte. Fait que là, on a une voûte unique avec autant le mot de passe que l'authentification à deuxième facteur qui est intégré. OnePassword le faisait déjà depuis plusieurs années. Ceux qui préfèrent de sortir de l'écosystème Apple, ils préfèrent avoir un logiciel autonome qui fait la même chose. Les autres le faisaient. Mais à ce moment-ci, là, on est dans un contexte où on a quelque chose d'intégré pour les utilisateurs qui sont moins connaissants. Puis il va le détecter automatiquement à ce moment-là, donc permettre une certaine forme de facilité d'usage du deuxième facteur pour monsieur et madame tout le monde. Puis c'est ça que j'aime beaucoup de l'approche là-dedans, c'est donner des capacités de choix à monsieur et madame tout le monde, à mes parents qui ne sont pas tout à fait connaissants là-dedans. Là. Puis les parents de pas mal tout le monde sont moins connaissants là-dedans, ils naviguent sur le web, puis ils sont plus faciles à berner parce qu'ils ont moins de facilité avec ces technologies-là, puis c'est toujours plus complexe, puis c'est lourd, puis plus de difficultés. Là. Je vais me faire un peu l'avocat du diable. Peut-être que le revers négatif de la médaille dans ce cas-là, c'est qu'on va se retrouver avec un single point of failure. Donc, si quelqu'un trouve une façon de se glisser ou d'outrepasser la sécurité de ce système-là, eh bien là, on peut se dire, oups, on vient d'atteindre les crown jewels et on va être capable d'accéder tous les services avec du MFA que cette personne-là aura rentré dans le système d'Apple. Effectivement, il y a toujours un danger, puis c'est pas parce qu'on concentre à un seul endroit qu'on vient de se sauver. On sauve un certain nombre de problèmes, mais on ne se sauve pas de tous les problèmes. Si on laisse traîner notre trousseau de clés sur la table, on n'est pas plus avancé que si on avait la même clé pour pas toutes les choses. Dans les deux univers, ça revient à la même chose. Fait qu'il faut quand même sensibiliser, mais au moins, le deuxième facteur vient réduire sensiblement la chose. J'espère que les gens ont autre chose qu'un mot de passe qu'ils réutilisent pour l'accès à leur voûte de mot de passe, autant pour OnePassword s'ils sont en dehors de l'univers Apple, ou même dans l'univers Apple. Sauf dans l'univers Apple, je pense que les choses modernes, ça prend l'empreinte digitale ou le Face ID, fait qu'il limite quand même l'ouverture sur base de biométrie, qui est un autre débat en soi pour Apple, parce que c'est supposé être stocké local. Ça respecte les lois canadiennes et québécoises minimalement, mais à quel point c'est protégé. Question à débat. Tout à fait. Il va falloir que tu aies quelqu'un d'Apple sur le podcast prochainement. Non, il n'y a pas tendance à faire beaucoup de communication publique. Puis justement, on va basculer sur le deuxième segment qui, lui, est beaucoup plus litigieux et beaucoup plus passionnant à discuter. Au-delà des améliorations, là, puis c'est ça qui est intéressant d'Apple, c'est qu'autant ils ont fait des améliorations comme celle-ci, puis c'est pour ça que je l'ai monté en deux phases comme ça. D'un côté, les améliorations, mais ce qui est la contrario, c'est qu'ils ont fait une annonce sur le fait qu'ils allaient commencer à scanner les photos qui sont uploadé ou téléversé dans iCloud pour y détecter des photos de pornographie juvénile.
sur la base de photos qui sont reconnues comme étant. Fait que là, déjà là, ça enlève une partie du débat du fait qu'on pourrait reconnaître une photo par erreur qui serait, genre, les photos de mes enfants dans le bain ne seraient probablement pas taguées parce qu'ils ne répondent pas à cette structure-là. Fait que ça, ce danger-là, il est évacué. Et le deuxième volet, puis c'est là peut-être un problème de communication d'Apple, ils ont mis les deux choses à bundler, c'est que pour les enfants de moins, dans le fond, de moins de 18 ans, et iMessage va scanner s'il y a trop de nudité dans les photos. En bas de 13 ans, ils vont avertir les parents et entre 13 et 17, il va avertir l'enfant ou l'adolescent qu'il y a une photo avec un potentiel pornographique, donc il va bloquer son suraction positive de sa part de l'ouvrir. Le point qui est très achalant, et c'est probablement une zone dans laquelle tu vas aimer débattre énormément, c'est que ça vient faire une invasion sur l'appareil. Ces opérations-là s'exécutent. Donc, Apple se donne le droit d'exécuter des vérifications sur nos appareils localement. Autant pour la vérification de pornographie juvénile que de nudité dans le message. Oui, ben tout à fait. Ben écoute, peut-être le premier feature qu'on pourrait discuter, là, c'est les potentiels de problématiques qui pourraient découler du scan des photos qui vont être téléversées vers le cloud, là. Je pense qu'une des plus grandes préoccupations là, c'est une préoccupation qui est fondamentale, notamment parce que les gens s'inquiètent pas tant du feature en soi, là, c'est-à-dire tout le monde est en faveur de réduire l'abus sur les enfants, réduire la propagation de ces images-là qui sont par ailleurs bien connues, qui existent des bases de données déjà sur ces images-là pour lesquelles Apple effectue le hash, puis là va le comparer aux images que les gens téléversent. Mais le problème, c'est un problème qui est idéologique, qui est philosophique, mais qui nous touche personnellement, parce que si aujourd'hui on détermine que l'abus des enfants, c'est un motif qui justifie ce type d'intrusion-là ou ce type de vérification-là, sans rentrer nécessairement dans le concept d'intrusion, bien demain matin, est-ce que ça va être le terrorisme? Est-ce que ça va être la sécurité nationale? Est-ce que ça va être des raisons de santé publique? Donc, en anglais, on dirait « Where do we draw the line ?» Je pense que la question, elle est légitime. Le problème de l'abus des enfants, c'est un problème qui se répand avec la technologie, qui à plusieurs égards a été facilité, je pense, par la technologie. Et puis là, on veut impliquer la technologie pour le réduire, mais à quel prix? C'est un petit peu comme le Patriot Act quand on s'est dit aux États-Unis, on va commencer à écouter tout le monde, puis on va essayer de retrouver des terroristes avec ça. Ça s'avère que en 2021, on peut dire que finalement, c'était pas la bonne approche à prendre pour combattre le terrorisme. Ouais, c'est le mauvais outil pour régler un problème. Puis c'est ça qui est un peu fascinant de ces gens-là qui s'obstinent avec ça. Puis toute la volet, parce que la base de données, c'est la base de données CSAM qui est utilisée pour Apple, mais elle est déjà utilisée par Facebook, par Google, par Microsoft. Les fichiers qui sont téléchargés dans leurs environnements sont déjà, depuis plusieurs années, sont déjà scannés pour ça. L'enjeu n'est pas sur le fait que ça soit vérifié. L'enjeu, en tout cas pour moi, puis ce qu'on entend beaucoup, c'est que ça soit sur mon appareil que ça soit vérifié et non dans un stockage cloud ou peu importe la structure dans laquelle on dépose le fichier qui soit tiers. Moi, entier confort que Google vérifie ce genre de choses-là. Et de toute façon, comme je sais que Google n'a pas beaucoup ne tient pas beaucoup à ma vie privée, je consomme moins ce genre de services-là parce que je sais qu'ils le font. Puis c'est là, c'est ça. Puis ça revient, là, tu parlais de terrorisme. Qu'est-ce qui dit que ce que je dis maintenant va être encore correct dans 5 ans? On fait juste regarder ce qui se passe en Chine, à la dérive que la Chine a au niveau des droits humains et qu'est-ce qu'ils font avec Hong Kong et tout. Puis ce qu'on a vécu en tant que pays, le fait qu'on a eu 2 personnes qui ont été des otages diplomatiques, justement pour faire ce genre de chantage-là, c'est très inconfortable de constater qu'on pourrait arriver comme ça. Puis il y a des démocraties qui ont glissé. Puis tout ça est très fragile. De voir qu'on peut m'écouter que 1984 peut s'installer dans mon téléphone, j'ai un inconfort. Tout à fait. Puis, tu parles de 1984. Un autre, je pense, cause de outrage du public, ça a été notamment que, Apple se vantait en début d'année. Tim Cook disait, il n'y aura pas de backdoor chez Apple. La priorité chez nous, c'est la vie privée, tout ça. Venant d'une entreprise qui moquait Microsoft dans ses débuts en faisant des annonces avec 1984, justement, des parodies.
Sachant que les autres entreprises, justement, scannaient déjà pour ces bases de données-là, on se vante d'être les meilleurs. Et puis là, finalement, on se dit prêt à le faire parce que du jour au lendemain, on a trouvé la solution magique. Eh bien, c'est normal, je crois, à plusieurs égards, que certains aient eu des réactions peut-être moins réceptives à cette nouvelle solution-là. Oui, puis je serais déjà beaucoup plus confortable de me faire dire, OK, je téléverse une photo dans le iCloud, elle est scannée d'entrée de jeu dans le iCloud. Moi, j'ai beaucoup plus de confort avec cette idée-là parce que elle répond à ce qu'on voit partout, que ça soit fait dans mon appareil avant. Puis c'est ça, là, ça vient rentrer, puis justement, là, on sait pas, puis les questions de droits de l'homme sont de plus en plus épineuses parce que Apple retire des logiciels de certains pays sur la demande des pays où les droits humains sont beaucoup moins en, englobants qu'on peut avoir en Occident en général. Donc, c'est très préoccupant. Là, on va juste par le fait qu'on retirait des applications en Russie dernièrement qui contredisaient le président. Ça prend pas grand-chose que ça se convaincre ensuite de dire oui, mais là, je veux que toutes mes gens, puis là, c'est pas. Là, on est chanceux, on est au Canada, on est dans un pays qui est quand même relativement calme. Mais que les Russes se fassent installer un backdoor de cette nature-là sur leur iPhone à la demande du gouvernement russe. Là, c'est beaucoup plus difficile pour Apple de résister à ça. Là. Et ça ne me touche pas moi personnellement, mais ça va toucher des vies de gens en Russie qui ont peut-être un combat, des revendications que nous, on pourrait considérer comme légitimes, mais que le pouvoir en place, parce que ça le chatouille, les trouve un peu moins légitimes et veulent s'en débarrasser. Là. Tout à fait. C'est très bizarre. Puis là, dans le fond, puis en plus, là, on va marquer un peu plus dans le contexte légal. Aux États-Unis, de toute apparence, la législation permettait de faire ce genre de choses-là parce qu'il ne déployait qu'aux États-Unis au départ. Au Canada, est-ce qu'on a une protection minimale contre ce genre de logiciel-là, de surveillance qui nous est appliqué par une compagnie tiers comme ça? Ben, au Canada, c'est bon, on a des lois qui, en matière privée, viennent régir tout ce qui est la collecte, l'utilisation, la divulgation, la communication des données. Et puis ça, on a un régime fédéral, on a un régime provincial, et la base de ces lois-là, c'est toujours le consentement. Et puis là, on est dans une situation où, par exemple, pour ce qui est de la communication des données là, entre les parents et les enfants pour le feature de communication privée, par exemple, on se retrouve dans une situation où le parent pouvait consentir pour le mineur de moins de 12 ans. Dès lors, si le parent obtiendrait le consentement dans les lois telles qu'elles sont rédigées actuellement, puis, comme on le disait au début, là, ça constitue un avis juridique parce qu'il y aurait des commissaires qui pourraient se prononcer là-dessus. Mais tu sais, c'est pas coulé dans le béton, mais la pierre angulaire de tout ça, c'est le consentement en ce moment. Donc, à mon avis, avec les consentements appropriés, sous réserve d'une fin qui serait là, jugée non légitime par un commissaire éventuellement, moi, je vois pas la problématique là, en ce sens où s'il y a le consentement, c'est ça qui détermine à l'heure actuelle. Donc, de ce contexte-là, comme Apple mentionnait pour ça qu'ils ont joué... Ils ont essayé d'expliquer que c'était pas grave parce que dans le fond, il fallait autoriser le téléversement vers iCloud pour que la fonction soit activée. En delà, s'il n'était pas activé, ça pourrait présumer une forme de consentement si j'active ce genre de choses. Là, l'autre point, est-ce que le consentement est éclairé? Puis ça, j'ai plus de doutes sur le volet éclairé du consentement qui est donné juste en cochant le petit bouton qui télécharge et en m'avertissant, ah oui, mais tes photos vont être scannées en même temps. Ah ben oui, ben tout à fait. Écoute, puis là, tu sais, je pense que j'ai fait des routes parce que j'ai antérieurement parlé du feature là, d'interception pas d'interception, mais l'autre feature qu'on va discuter après des parents qui vont être capables de monitor les conversations de leurs enfants. Mais en ce qui a trait au consentement des adultes, ben effectivement, c'est tout un débat à savoir si on consente véritablement quand on coche une petite boîte de opt-in. À l'heure actuelle, c'est considéré le opt-in comme du meaningful consent. Par nos lois, par le commissaire à la vie privée du Canada. Donc, effectivement, c'est peut-être pas la méthode qui est idéale, mais c'est la méthode qui est légale à l'heure actuelle, puis c'est ainsi que les lois fonctionnent.
Donc, c'est ça, ils ont été rusés, mais c'est un peu comme les gros boutons verts d'accepter tous les cookies sur les sites, puis le petit piton rouge pour les refuser qui incite les gens à, malgré tout, accepter, mais le volet éclairé est peut-être moins présent. Et peut-être moins, effectivement, comme tu penses, peut-être un peu moins encadré légalement. Je ne sais pas si la L64 vient justement encadrer davantage ce volet-là. Ben, on discute clairement, on va avoir des nouvelles dispositions sur le consentement dans le projet de loi 64, là, 8.3, 12 et 14 notamment, là, qui viennent donner des spécifications sur ce que c'est le consentement. Puis, tu sais, le consentement, ça peut être le sujet d'un autre podcast en soi, là. Tu sais, ça dépend toujours des circonstances. Quand il va être question d'un enfant, ça va dépendre, tu sais, de son niveau de développement. Est-ce qu'il y a des, tu sais, est-ce qu'il vit un certain handicap qui lui empêche de comprendre? Est-ce qu'il y a des circonstances qui forcent la personne, dans les circonstances, à accepter? Mais on ne semble pas être ici dans un cas où on discute ces situations-là. On parle vraiment d'une situation où ça va être communiqué clairement aux gens, puis les gens vont consentir, là. Bon, souhaitons que ce soit justement suffisamment, ce qu'on pourrait dire, éclairé à savoir qu'ils consentent, ils sachent vraiment à quoi ils consentent. Moi, ça me dérange au bout du compte pas tellement que mes photos soient scannées pour ce genre de choses-là, parce qu'en même temps, je suis d'accord avec l'idée fondamentale, c'est juste l'intrusion sur mon appareil et la capacité que ça donne à n'importe quel pays de vouloir forcer la main à Apple, ou comme ils forcent déjà la main à certains égards, et comme ils forcent la main à Facebook, ils forcent la main à Microsoft. Il ne faut pas se leurrer, ces compagnies-là sont là pour faire de l'argent. Ils étaient très, très sympathiques quand ils étaient petits, ils voulaient remporter le marché, mais un peu moins quand ils sont dominants sur le marché, là. Tout le GAFAM, là, finalement, là. Tout à fait. Puis écoute, je vais juste apporter une petite rectification sur ce n'est pas les dispositions que j'ai nommées, ce n'est pas les dispositions du projet de loi, mais bel et bien de la loi sur le secteur privé. Donc, je vais juste apporter ce petit correctif-là, tant qu'à y être, pour pas que nos auditeurs se retrouvent à chercher pendant des heures la disposition en question en disant que ton très cher podcast les induit en erreur. Tout à fait. Puis tout le volet pour l'enfance, parce que l'enfance est protégée de façon particulière aussi dans nos lois canadiennes et québécoises. Le volet qui a une volonté de les protéger contre la nudité, mais sans plus que ça. Moi, je trouve ça très particulier comme approche d'un point de vue dans notre environnement général. Comment tu vois ça? Ben moi j'y vois j'y vois une situation très particulière, là, en ce sens où c'est pas une situation qui est sans risque de permettre aux parents d'être notifiés à chaque fois que leur enfant mineur consulte ce que l'algorithme va déterminer comme étant du contenu sexuellement explicite. Tu sais, bon, je comprends que Apple a utilisé des termes qui vont être compréhensibles pour l'enfant, puis tout ça, mais tu sais, il peut exister des situations où des enfants, dès un jeune âge, vont vivre des questionnements par rapport à l'identité, par rapport à l'orientation sexuelle ou tout ça. Mais puis, tu sais, je suis pas un spécialiste dans la matière, mais je peux voir comment ça peut arriver à un jeune âge. Et puis là, on se retrouverait dans une situation où des parents qui ne partagent pas nécessairement ou qui sont pas réceptifs à ce type d'orientation-là pourraient être un petit peu en désaccord avec leur enfant. Puis tu sais, c'est une situation qui a été portée de l'avant là, par les gens qui contestaient cette technologie-là en disant, ben écoutez, tu sais, dans des endroits où les parents sont pas réceptifs à ça, ben l'enfant va peut-être être victime de plus d'abus qu'il l'était. Puis dès lors, ça vient un peu, tu sais, defeat the purpose. Là. On ne sera pas dans une situation où on va accomplir les buts qu'on se fixe si l'enfant devient victime de parents qui sont pas réceptifs à ces orientations-là. La deuxième chose qui peut arriver, qui peut être problématique, c'est qu'on se retrouve à flaguer comme étant du contenu sexuellement explicite, quelque chose qui n'en est pas. Là, on se ramasse à, comme on l'a déjà vu, par exemple, avec des algorithmes qui ciblaient des personnes de certaines communautés comme étant des criminels ou tout ça, ou sur la base de la couleur de la peau ou autre chose. Ben là, on pourrait se retrouver dans une situation où des photos qui sont
qui n'ont rien à voir avec du contenu sexuellement explicite. Et ça, si c'est mal implémenté, ben là, on se retrouve à créer de la censure ou on se retrouve à faire des obstacles à la communication entre des enfants pour du contenu qui n'est pas du tout du contenu explicite. Puis, il y a même des hauts dirigeants chez Apple qui sont sortis dans des entrevues et de leur propre aveu, l'algorithme n'est pas parfait. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir du perfectionnement à faire de ce côté-là. Et là, de toute façon, Apple a annoncé que tout ça a été retardé pour le moment, notamment l'implémentation de ces technologies-là. Mais, ça serait des éléments à considérer, puis encore une fois, si on tombe aussi dans le slippery slope, ben là, si on commence à faire ce type de vérification-là, la limite, elle est où, encore une fois? Donc là, on le fait depuis longtemps pour la musique, pour la musique qui a des caractères explicites, les vidéos. Donc, il y a des risques. En même temps, il y a des bénéfices aussi. On peut voir pourquoi la technologie a été proposée, parce qu'il y aurait effectivement des gens mal intentionnés, malheureusement, qui s'en prendraient à des enfants, puis qu'il y aurait un certain processus de recrutement, là, si on veut, puis de contrôle sur des enfants par ces prédateurs-là. Et puis, effectivement, si s'avère que ce type de technologie-là peut arrêter ces gens-là pendant le processus puis sauver des enfants, eh bien, encore une fois, on se retrouve dans un dilemme difficile. C'est un dilemme très intéressant, mais là, la façon dont tu l'as abordé, c'est très intéressant. Puis on voit aussi un peu les limites qu'Apple a à comprendre comment ça fonctionne. Là, on parle juste comme la L64 et un peu le fait, le RGPD exige qu'on soit capable d'expliquer l'algorithme. Fait que déjà là, on a un problème, surtout sur la vue d'Apple, qu'il est imparfait. Donc, là, on a un sérieux problème au niveau légal européen et québécois pour le moment, et probablement éventuellement canadien. Ça, c'est une chose. Puis là, on regarde comment Apple a déployé ses AirTags, par exemple, ces petites pastilles qui permettent de localiser des gens et des objets facilement. Puis, clairement, ils n'ont aucune compréhension de toute la capacité abusive qui peut en être faite. Tu penses à des abus dans des familles où les parents sont moins réceptifs à une plus grande pluralité d'identités sexuelles. Ben, ça, c'est un problème. Dans les cas de couple abusif, c'est le même genre de situation dans laquelle le conjoint abusif va utiliser un tracking sur la personne qui abuse finalement et va la suivre de cette façon-là. Fait que les AirTags ne permettaient pas de protéger adéquatement ce genre d'abus-là. Fait qu'on voit clairement que c'est des gens qui sont cette compagnie-là au sens où les gens qui sont à l'intérieur ne sont pas conscientisés à l'abus qui peut être fait au niveau des droits humains de ce genre de technologie-là, là. Tout à fait. Puis je suis certain que du côté d'Apple, ça a été réfléchi parce qu'ils ont des grosses équipes à l'interne, puis ils ont finalement déterminé que fallait aller de l'avant avec cette technologie-là. Mais la question demeure à savoir si nous, on veut accepter ça comme citoyen de notre société, puis si on est prêt à ça. Puis si on est prêt à ça, tant mieux. Ça sera pas à moi de le déterminer ou à nous dans le cadre de ce podcast-là. Mais c'est sûr qu'il existe un problème, puis je veux pas être trop critique de Apple en amenant les points qui ont été soulevés là, par des activistes, parce que c'est vraiment un problème. Puis si tu parles à des policiers ou des gens qui travaillent dans cette dans ce milieu-là, ben ils vont te le dire, avec l'expansion de la technologie, puis tout ça, les criminels, là, les prédateurs, ils ont maintenant des outils qui leur permettent de propager cet abus-là, puis de le faire là, sans scrupule. Donc, il faut bien réfléchir les deux côtés, puis dire, ben, c'est là qu'elle est notre limite en tant que société éventuellement. Si elle n'est pas ici, ça va être ça va être à un autre niveau, mais c'est un débat qui est super important. C'est effectivement un débat très important, puis c'est comme tu dis, où on trace la ligne. Moi, je suis jamais en désaccord. Là, tu parlais de la surveillance de masse qui a été faite après le 11 septembre, entre autres, et qui n'a donné aucun résultat. Je pense que les personnes ont eux aussi, comme Apple, des bonnes intentions, mais n'utilisent peut-être pas les bons moyens pour arriver à mettre en action, parce qu'effectivement, les technologies ont servi d'accélérateur social, mais aussi ont servi d'accélérateur pour l'abus et pour la criminalité. Puis
je suis pas convaincu, en tout cas, j'ai pas vu la trace encore que l'usage des mêmes technologies va servir à ralentir la propagation de la criminalité, comme on l'espère que ça soit fait. Puis il faut socialement se poser les questions jusqu'où on veut aller dans cette surveillance de masse-là, jusqu'où on veut que les caméras dans les rues soient capables d'identifier notre visage, de nous identifier à tout moment. Donc, comme ce qui se fait en Chine présentement, ou ce qui va se faire qui se fait dans le métro de Moscou, je crois, que justement, on peut payer son ticket juste en passant, il scanne notre visage et c'est suffisant pour accéder au métro à Moscou. Donc, est-ce que c'est des usages qu'on accepte comme société ou pas? Puis c'est des questions qui sont très fondamentales. Tout à fait. Puis tu mentionnais, est-ce qu'on va voir la preuve que les technologies fonctionnent ou non? Une des critiques qui avait été faite à Apple, c'est que par rapport aux autres, il n'y avait pas le même nombre de divulgations ou de plaintes qui avaient été faites concernant l'abus d'enfants, alors que, par exemple, pour les autres grosses entreprises de technologie, on était dans des milliers. En 2015, je pense qu'il y en avait comme quelque chose comme des moins de 1000, là, tu sais, alors que les autres étaient dans les milliers. Donc, je pense que Apple essayait de se retrouver dans une situation aussi où il serait pas critiqué puis que ça ne deviendrait pas l'inverse, tu sais, plutôt qu'avoir le backlash de privacy qu'ils ont eu cette année, ben qu'ils se retrouvaient pas à être critiqués comme étant des facilitateurs de ces crimes-là aussi éventuellement. Fait que c'est pas des décisions faciles, j'imagine, pour eux à l'interne. Non, ça n'a pas dû être facile parce que c'est quand même... Au final, c'est une bonne cause. C'est juste un mauvais moyen de régler le problème dans leur cas. C'est ce qui est énormément ressorti. Puis c'est pas la première fois que les technologies essaient de s'ingérer dans des choses qui ne sont pas leur domaine. C'est pas le domaine d'Apple de faire ce genre de choses-là. Donc, devraient peut-être s'entourer. Puis c'est comme d'autres entreprises aussi, c'est pas leur univers. De consulter les gens qui sont spécialisés dans ces domaines-là spécifiquement. On parle d'abus domestiques, on parle d'abus des enfants. Il y a des organismes qui sont plus familiers pour justement, au lieu d'avoir une espèce de vérification technologique aveugle, et puis dans le fond, ça devient, comme tu dis, une compétition de chiffres. Là. Mes chiffres sont pas assez gros, fait que je vais gonfler mes chiffres d'une autre façon. Là. Fait que est-ce que ça va avoir un résultat réel sur le vrai abus des enfants, là, on s'entend? Là. Je suis pas... je suis mitigé. À suivre. À suivre. on va compléter là-dessus. Merci énormément pour ta contribution. Très intéressant là, ce que tu as amené comme perspective sur tout ça. Ça serait très agréable d'avoir d'autres collaborations de cette nature-là. Tout à fait. Ben, ça va me faire plaisir de revenir peut-être lors de l'implémentation de ces features-là avec des nouvelles observations. C'est ça qu'ils vont revenir, fait qu'on va avoir d'autres occasions pour en débattre. Merci énormément. Merci à toi. Bonne journée. Allez.